Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 432 du podcast Jean Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour la preview de la deuxième semaine en NFL. À mes côtés, pour en parler, Lucas Vola est là. Bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde, on est en tête à tête aujourd'hui. Exactement, comme tous les jeudis. Je réalise qu'en plus c'est hyper logique parce que tu es quand même le monsieur preview écrite depuis plusieurs années maintenant sur le site. C'est vrai. Du coup, je vais alterner maintenant avec la voix et l'écrit. C'est ça, donc hyper calé. Lucas, c'est absolument tout sur tous les matchs du week-end puisque c'est lui qui prépare les écrits. La deuxième semaine de la saison, donc, avec une affiche de la conférence AFC, des pronostics pas forcément faciles et puis les meilleures cotes. Avant tout ça, petit débat parce qu'on va parler rookie. What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields et Mac Jones. 5 quarterbacks ont été sélectionnés au premier tour de la dernière draft. Tous ceux qui ont débuté leur match de la première semaine ont perdu. Les titulaires, évidemment, Lawrence, Wilson et Mac Jones. Lance et Fields ont eu un petit rôle dans le match et Lance est le seul à faire partie d'une équipe qui a gagné. Très basiquement, Lucas, déjà, qui a fait le meilleur match? Mac Jones, je pense. Je dirais Mac Jones, le meilleur match. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il a fait un match exceptionnel, mais il a été, j'ai été agréablement surpris de voir Mac Jones. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas un suiveur assidu de la NCAA et du coup, j'attends surtout de les voir en NFL, même si bien sûr, quand arrive la draft, je me renseigne, je les regarde. Mais voilà, je me dis qu'en NFL, c'est toujours quelque chose de différent. On a beaucoup d'exemples et du coup, je pars sans trop d'a priori sur l'un ou sur l'autre. Et c'est vrai que Mac Jones, j'attendais de voir ce qu'il donnait. On en parlait beaucoup, d'un quarterback dans la poche. Et j'ai été agréablement surpris avec une attaque. Alors, on le sait, l'attaque au sol des Patriots est censée être solide, mais les receveurs ont beaucoup changé, ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux en NFL. Et il a fait un match relativement correct, voire bon match. Et donc, du coup, j'étais convaincu par Mac Jones. Je suis assez d'accord avec toi, même totalement d'accord avec toi. Il a une fiche de 29 sur 39, 281 yards, un touchdown. Et puis impressionnant dans la manière, dans sa gestion de la poche, dans sa gestion du terrain, du jeu. Lancer 39 passes pour un premier match officiel en NFL, c'est quand même pas cadeau. C'est pas tous les rookies qui peuvent se le permettre. Et puis, alors, c'est intéressant ce que tu disais, c'est que en effet, il n'y a aucun de nous deux qui sommes dans la team draft de l'équipe. Moi, c'est pareil, c'est-à-dire que je les juge aussi un peu à l'aune de ce que j'ai entendu dans le processus pré-draft et du coup des attentes. C'est-à-dire que Trevor Lawrence, c'était un peu le Messi qui devait être génial, Zach Wilson un peu une inconnue, et Mac Jones, quand on écoutait, c'était quand même, oui, mais c'est un quarterback de système, on ne sait pas s'il a les qualités athlétiques, on ne sait pas s'il a le bras, etc. Donc en plus, quand on a entendu ça, c'est vrai que du coup, on peut être qu'agréablement surpris par Mac Jones quand on regarde le premier match des Patriots, mais en même temps, on comprend pourquoi ils lui ont donné les commandes et pas à Cam Newton au final d'ailleurs. Il a enterré Cam Newton avec ce match. Exactement. On a vu un petit débat en interne en plus au moment où les Patriots avaient libéré Cam Newton et j'étais le premier à me demander pourquoi Cam Newton avait été libéré parce que Mac Jones, personnellement, je ne l'avais jamais vu jouer en NFL. Alors certes, tout le monde me répondait que Bill Belichick l'avait déjà vu jouer à l'entraînement et donc il savait, mais je me disais, les Patriots, ils sont sans filet. Là, ils restent sans filet. S'ils se libèrent de Cam Newton, ils doivent être vraiment sûrs d'avoir un quarterback très correct, voire plus dans l'effectif. Et pour l'instant, en tout cas, sur ce premier match, il prouve que c'est sûr que c'est pas moins bon que Cam Newton, loin de là. Au risque de me répéter par rapport à mardi, j'ai eu peur lors du premier drive parce qu'il y avait eu beaucoup de courses et très peu de passes lancées. Je me suis dit, on ne lui fait pas confiance.
un peu comme on ne faisait pas trop confiance à Cam Newton l'année dernière, notamment au niveau des passes. Et puis en fait, au fur et à mesure du match, le playbook s'est un petit peu ouvert, peut-être la confiance, peut-être ils ont voulu mettre Mac Jones voilà, dans une bonne atmosphère, quelque chose qui s'est maîtrisé au début, puis ouvrir au fur et à mesure, et puis il a répondu présent. Alors après, comme je disais, j'ai vu un petit peu de Tom Brady dans le style de jeu, pas forcément dans le niveau, je le disais mardi, mais c'est pas Tom Brady, loin de là, il le sera peut-être jamais, mais en tout cas dans le style de jeu, d'être dans la poche, d'avoir des passes. J'ai le souvenir d'une passe sur James White en cloche, quand James White fait une wheel route autour d'un défenseur, et là ça m'a marqué. Je me suis dit, ça ressemble à surtout James White qui a été un des running backs attrapeurs de ballon préférés de Tom Brady. Je me suis dit, il a des attraits en effet d'un quarterback qui peut rester dans la poche et qui peut avoir des bonnes lectures et différents styles de passes. Et du coup, ça a été une bonne surprise. Alors, tu l'as dit, il y a un jeu au sol aux Patriots, il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas trop de receveurs. Le but de ce débat, c'était aussi de vous présenter un petit panorama. On a des joueurs qui sont là, les 5 appelés à être le leader de leur équipe. On ne va pas se voiler la face. Même Trey Lance qui est derrière Garoppolo, ils ne l'ont pas drafté en 3 pour rien. Donc, l'idée, c'était aussi de décortiquer, de savoir lequel est dans les meilleures conditions. Qui a la meilleure ligne, qui a les meilleurs receveurs, qui a le meilleur jeu au sol, éventuellement même les coachs. On va donc se prêter à ce petit jeu catégorie par catégorie. Lucas, on va commencer par ce qui semble être le plus essentiel pour un quarterback, qui a la meilleure ligne à sa disposition selon toi. Je rappelle les équipes dont on parle: les Jaguars pour Trevor Lawrence, les Jets pour Zach Wilson, les 49ers pour Trey Lance, les Bears pour Justin Fields et les Patriots pour Mac Jones. Alors déjà, je pense qu'on peut éliminer d'entrée les 2 premiers, Lawrence et Zach Wilson. Je pense qu'on est plutôt de l'autre côté du spectre. J'ai envie de dire Mac Jones peut-être, ou Trey Lance, parce que la ligne des Patriots, on le sait, c'est quelque chose de solide depuis un moment. Du côté de Trey Lance, en tout cas du côté de San Francisco, il y a Kyle Shanahan qui a un système qui fait que aussi cette ligne est performante, même si les joueurs sont performants, et on voit sur le jeu de course. Si je dois choisir, en tout cas ça se joue entre San Francisco et New England pour moi, et je dirais peut-être New England. On va dire historiquement, ils ont, en tout cas sur ces dernières années, ils ont une bonne ligne et ça fonctionne bien. Et même quand tout ne fonctionnait pas beaucoup avec l'attaque, la ligne offensive a quand même été assez régulière. Et sur le premier match, elle a montré que Mac Jones pouvait faire confiance dans ses gardes du corps. Zach Wilson, il a déjà pris 6 sacs. Alors là, c'est terrible pour lui par contre. Dans son premier match, je pense qu'on peut dire que lui est dans la pire situation sur la ligne. Sur la ligne, et ailleurs. Je pense peut-être un peu trop vite, mais ailleurs. Mais en tout cas, sur la ligne, oui, c'est catastrophique. En tout cas, c'est très compliqué pour lui. Et si ça que tu l'as dit, énormément de pression. Il était vraiment mis sous pression. On le sait, pour un quarterback rookie, c'est très difficile. Déjà qu'il découvre tout. Si en plus il est mis sous pression, ça commence à être très difficile. On l'a vu aussi un petit peu avec Trevor Lawrence, qui n'a pas forcément une ligne qui va l'aider beaucoup, mais c'est vrai clairement les 2 pires. Voilà, mais comme tu dis, pour moi, Zach Wilson, c'est sur ce point-là, il va être en grande difficulté, c'est pas forcément de son fait. Alors, la pire ligne aux Jets, on va dire la meilleure aux Patriots. Qui a le meilleur groupe de receveurs? Alors, c'est une bonne question. J'aurais peut-être tendance à dire, on en avait parlé un peu pendant les previews, je ne suis pas forcément fan du groupe de receveurs des Jets. Je suis en train d'essayer de me faire les équipes et je dirais peut-être les Jaguars parce qu'il y a quand même les Jaguars ou les Bears, il y a Allen Robinson. Après, c'est toujours difficile de choisir. Est-ce qu'on choisit le meilleur joueur ou on choisit le meilleur groupe de joueurs? Alors, clairement, dans les 5, ce n'est pas les plus beaux groupes de receveurs de la Ligue. Clairement, ils ne sont pas servis tous les 5. Moi, je te dirais les 49ers, presque par défaut, mais parce qu'il y a George Kittle dans le groupe. Ouais. Et puis, Deebo Samuel fait un énorme match. Et sur le nombre, en rajoutant en plus le fait que le jeu au sol ouvre bien la voie, moi, je dirais les 49ers sur le secteur aérien. Et pourtant, je ne suis pas fan de ce groupe. Mais quand tu vois, DJ Chark chez nous, c'est quand même très jeune pour les Jaguars. Les Jets, il y a des blessures. Et puis, il y a quand même pas non plus une foule de cibles intéressantes. Alors, il y a Corey Davis qui fait un bon premier match. Tu le disais, il y a Allen Robinson pour les Bears. Et pour les Patriots, Agholor, Jacoby Meyers, c'est quand même pas non plus la panacée, comme disait mon camarade Raoul Villois. Oui, moi, j'irais sur les Niners. Je suis assez d'accord. Est-ce que
Est-ce que le meilleur joueur de tous les joueurs que tu as cités, est-ce que c'est George Kittle, est-ce que c'est Allen Robinson? Ça se joue, ça dépend de la position, ça dépend de ce qu'on considère comme une position préférentielle entre tight end et receveur. Mais c'est vrai qu'ensuite, si on passe au numéro 2, 3, 4, je pense que les 49ers sont l'un devant parce qu'en plus, tu le disais, il y a un système qui fait que certains joueurs peuvent sortir du lot. Et puis, il y a Deebo Samuel qui est revenu. Alors, il était blessé l'année dernière. Il fait 189 yards, je crois, cette semaine. C'est vrai que s'il joue à ce niveau-là, il n'y aura pas photo, en effet. Et les 49ers auront le meilleur groupe, comme tu le dis. Ouais. Et du coup, le meilleur jeu au sol, est-ce qu'on se retrouve encore sur du 49ers Patriots? Oui. Oui, alors Chicago a fait un plutôt bon match au sol, Oui, mais c'est vrai c'est vrai. qu'on en parlait ensemble. Bon, c'est difficile de voir ce groupe être constant sur toute l'année et devenir une vraie force pour Chicago au sol. Du côté des Jets, c'est pareil, c'est compliqué. Du côté de Jaguars, même s'il était bon, manifestement, on décide de ne pas l'utiliser. Parce que je crois que Trevor Lawrence a lancé 58 ballons, quelque chose comme ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y a la physionomie du match qui fait que, mais quand même, alors que potentiellement, il y a quand même des joueurs assez corrects avec Robinson, avec Carlos Hyde. Mais c'est vrai que si on parle des Patriots, il y a un gros jeu au sol, pas forcément en termes de nom, mais en termes de système, et puis avec cette ligne offensive. Et c'est un petit peu la même chose du côté des 49ers. J'ai eu l'occasion de le dire mardi. Ils ont Mostert qui s'est blessé, mais j'ai l'impression que dans cette équipe, il y a le rookie dont j'ai oublié le nom exact qui va prendre la place, qui a fait un bon match, qui fait plus de 100 yards dimanche. Et on a l'impression que dans cette équipe, j'ai pas envie de dire que n'importe qui pourrait faire 100 yards, mais il y a un système et il y a Shanahan qui fait que quand on est un petit peu frais et un petit peu bon, on peut gagner des yards. Et du coup, c'est vrai que ça se joue entre les deux. Alors là, j'imagine que tu vas me demander de choisir. Et Non, du non, coup, mais on peut donner des groupes aussi. Hein, moi, 49ers Patriots, ça me va. Et tu l'as dit, les Jets sont encore clairement en bas du classement. Je regardais, ils ont 45 yards sur le premier match. Donc, statistiquement, pour le coup, Zach Wilson, il est vraiment pas verni. Il a la pire ligne et le pire jeu au sol. Statistiquement, des 5 à chaque fois. Et puis en plus, oui, statistiquement, oui. Et puis après, dans le talent, on parlait des receveurs. Clairement, Zach Wilson, on est très, en tout cas pour ma part, je suis très inquiet pour lui pour cette saison. Ouais. Ça va être compliqué. Et est-ce que, on en arrive vers le bilan, hein. De toute façon, la pire situation là d'un rookie quarterback, c'est Zach Wilson qui a la pire situation. Oui, parce que déjà pour ce qui est des rookies qui sont remplaçants, pour l'instant, difficile de juger. Et puis même quand ils vont, par définition, quand ils vont être titulaires, c'est qu'ils auront prouvé, c'est qu'ils auront montré, à moins d'une blessure, mais bon, ça, forcément, on peut pas l'anticiper. Donc, ça voudrait dire qu'ils sont déjà en confiance. Là, on a jeté Zach Wilson dès le premier match parce qu'on l'a choisi avec le deuxième choix. Donc, forcément, il fallait le faire jouer, puis il n'y avait pas de solution derrière. Mais c'est vrai que la situation est très compliquée. Et malheureusement, on n'a fait qu'un match, donc c'est très difficile d'anticiper. Mais bon, malheureusement, on a vu des situations comme celle-ci cramer des quarterbacks. Alors, Zach Wilson, je sais pas ce que ça va donner. Et peut-être qu'au contraire, il va permettre à cette équipe de s'améliorer grâce à son talent. Mais s'il n'y arrive pas, et ça peut le cramer, et on a vu Sam Darnold, ce que ça a fait pour Sam Darnold, en tout cas sur ces années du côté des Jets. Mais je vais te dire, moi, la seule catégorie où Zach Wilson gagne, entre guillemets, c'est celle des attentes. C'est-à-dire que c'est vraiment celui dont on attend le moins dans l'équipe dont on attend le moins. Parce que Lawrence est annoncé comme un sauveur, même si dans une équipe naze. Donc, il a cette pression-là d'être le numéro 1, d'être le sauveur. Les Bears et les Patriots, mine de rien, espèrent quand même les playoffs. Ils ont un effectif. Les Bears jouaient les playoffs l'an dernier, hein, donc les Patriots, c'était pas si loin que ça. Donc, il y a une petite pression à ce niveau-là. Et Trellens, lui, a l'avantage d'être caché. C'est-à-dire que les 49ers jouent les playoffs, mais on va à peine le voir. Justin Fields, c'est un peu différent. Il est dans un entre-deux. Il va peut-être prendre la main en cours de route, comme l'avait fait Deshaun Watson à une époque avec les Texans ou Baker Mayfield. Je crois qu'il avait attendu peut-être 3-4 matchs derrière Tyrod Taylor. Si c'est même pas moins, enfin bref. Mais il gagne que sur les attentes, quoi, Zach Wilson. Mais pour le reste, c'est vraiment compliqué. Donc on a défini le perdant. Qui est dans la meilleure situation aujourd'hui? J'ai envie de dire Mac Jones. J'ai envie de dire Mac Jones parce que il y a une belle défense. Après, ça se joue, encore une fois, je pense, parce qu'on vient de faire le bilan, ça se joue entre les 49ers et les Patriots. Mais Mac Jones, parce qu'il y a une belle défense qui peut... Parce que, on l'a dit, dimanche, il fait un bon match. Il ne fait pas un match incroyable, il ne fait pas un match exceptionnel. Et pourtant, ils sont encore... alors, ils jouent les Dolphins, mais ils sont dans la course pour gagner le match.
Il y a ce fumble à la fin du match qui les tue un petit peu, mais si les Patriots l'emportent, personne ne crie au scandale. C'est aussi grâce à cette défense. Il y a une belle situation. Il y a Bill Belichick qui sait aussi, et Josh McDaniels, qui quand même sont deux coachs avec de l'expérience et qui sont capables de mettre des joueurs dans des bonnes situations. Donc je dirais Mac Jones, même si, comme tu l'as dit, mine de rien, même s'il a été choisi en 15e position et qu'il a été choisi derrière tous les autres, il y a quand même pas mal d'attentes sur lui parce que aussi c'est les Patriots, c'est un petit peu le revers de la médaille. Je sais ce qu'on va faire pour terminer. Je te donne les noms des mecs, les 5, et tu as le droit de me dire juste un mot. Tu as le droit de me dire Hall of Famer, franchise quarterback ou bust. Voilà, il y a que ces choses-là quand tu es au premier tour de toute façon. Donc, Trevor Lawrence. Compliqué. Allez, franchise quarterback. Franchise quarterback. Zach Wilson. Entre franchise quarterback et bust, il y a un grand delta. Quand tu es au premier tour, c'est tout ou rien. Non, mais c'est vrai, je suis assez d'accord. Mais maintenant, il faut que je décide. Je pense qu'il se fait massacrer et je vais dire bust. Allez, je me mouille. Allez, pareil, bust. C'est parce que ça va être compliqué, ouais. Trey Lance. C'est le plus dur parce qu'on le voit à peine. Ouais, c'est vrai. Franchise quarterback. Allez, avec Kel Shannon, ça peut passer. Justin Fields. Allez, j'y crois. Je vais dire franchise aussi, tiens, Justin Fields. Moi aussi, apparemment, voilà, en NCAA, bon, mais surtout les quelques apparitions qu'il a fait en pré-saison. Et puis il va arriver pas tout de suite. Allez, franchise quarterback aussi. Et Mac Jones. Pareil. Si c'est vraiment le successeur de Tom Brady, c'est Hall of Famer. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais c'est difficile après un match de mettre quelqu'un Hall of Famer. Mais ça, c'est pour le segment réseaux sociaux. On va peut-être le couper, tu vois. Je comprends. Alors, je dis mettre Hall of Famer. Lucas Vola dit Mac Jones Hall of Famer. Allez, je dis Hall of Famer. Il en faut bien un, de toute façon. On est dans le 21e siècle. Allez, je vais rester sur franchise quarterback. Ouais, franchise quarterback. Mais tu sais que s'il est avec Belichick et qu'il gagne 2-3 titres, si les gens se demandent si Eli Manning est Hall of Famer, si Mac Jones est plus propre et gagne des titres avec Belichick, c'est pas déconnant. Hein. Oui. Maintenant, il faut les gagner. Il faut les gagner. L'affiche. Pittsburgh Steelers, une victoire, 0 défaite. Las Vegas Raiders, une victoire, 0 défaite. C'est deux équipes qui ont gagné en étant outsiders lors de la première semaine. Pittsburgh s'est offert les Bills, les Raiders ont fait tomber les Ravens. Las Vegas a gagné 491 yards en attaque avec une prolongation, d'accord, mais quand même, personne n'a fait mieux en semaine 1. Il joue l'excellente défense des Steelers, à qui va l'avantage dans ce superbe duel, Lucas, parce que là, on est vraiment force contre force. Je dirais les Steelers. En effet, on est force contre force, mais disons que les Raiders ont gagné beaucoup de yards en attaque face à une défense de Baltimore qui est quand même solide, mais qui est un petit peu moins bonne que celle des Steelers. Là où les Steelers ont réussi vraiment à annihiler une attaque des Bills qui est au moins aussi forte que celle des Raiders, je pense. Donc, du moins de ce qu'on a vu l'année dernière, si on considère que les attaques suivent d'une année à l'autre. Donc, je dirais que les Steelers sont quand même déjà vraiment prouvé qu'ils étaient capables d'être dans le très, très haut niveau, là où les Raiders ont prouvé qu'ils étaient capables d'être dans le très haut niveau. Voilà, la différence est infime. Je joue un petit peu sur les mots, mais voilà, là, pour moi, c'est ça. Et puis, mine de rien, les Raiders prennent 3 sacs sur le premier match quand même. TJ Watt en a déjà 2. Et c'est ça qui on a fait peur. Énormément parlé de la ligne offensive des Steelers pendant les previews en disant qu'ils s'étaient renouvelés, etc. Mais c'est aussi le cas du côté des Raiders. Donc, ils vont aussi être mis à l'épreuve là-dessus. Alors, c'est ça la question, en fait, qui est un peu étrange pour moi. C'est que sur le papier, tu te dis ça peut être un festival aérien. Parce que plein de cibles des deux côtés, parce que des quarterbacks qui savent leur envoyer le ballon et tout ça. Mais en même temps, tu as 2 lignes qui sont quand même hyper poreuses. Donc, d'un autre côté, ça peut aussi être annulé par des pass rushers en forme, quoi. Ah, clairement, pour moi, le match va se jouer sur quelle ligne offensive va être la meilleure. Parce que tu l'as dit, du côté des Raiders, la ligne offensive, elle est en reconstruction. Ils ont pris le rookie Alex Leatherwood, qui n'a pas fait un grand match. Il a ce faux départ près de la ligne qui lui fait mal. Mais même dans le match entier, il ne fait pas un énorme match. Derek Carr encaisse quelques sacs. Et puis en face, il y a une ligne et un front seven qui est particulièrement fort, qui est peut-être l'un des meilleurs de la ligue. Et donc, du coup, ça va être compliqué. Et de l'autre côté, peut-être que le front seven du côté des Raiders c'est un peu moins flashy, mais on en a parlé un petit peu mardi. Il y a quelques joueurs qui sortent du lot. Bon, forcément, il y a Crosby, dont on parle parce qu'il a enchaîné des sacs, mais il y a quelques joueurs qui, de temps en temps, sur une action ou deux, peuvent vraiment être incroyables. On parlait de KJ Wright, qui n'a pas fait un match incroyable, mais qui est là quand il faut, qui fait une action décisive,
Karl Nassib aussi fait un sac, je crois. Il y a Yannick Ngakoue qui est sorti sur blessure, mais qui devrait revenir. Et en termes de numéro 2, defensive end, pass rusher, ça peut être aussi pas mal. Et en plus, tu l'as dit, en face, il y a une ligne offensive de Pittsburgh qui est elle aussi en reconstruction, qui est dans une situation un petit peu compliquée. Donc, ça va se jouer là, en tout cas. Après, pour moi, il y a quand même un gros bémol. C'est que, parce qu'on pourrait dire les Steelers ont quand même beaucoup peiné en début de match contre les Bills et les Raiders pourraient quand même un peu emballer le match, etc. Mais là où pour moi la différence se fait, c'est pas tant sur le front seven, c'est de dire que la défense des Bills a quand même fait du gros boulot sur les receveurs des Steelers pendant une bonne partie du match et que les Raiders ont quand même pas du tout les mêmes qualités de couverture aérienne et les mêmes joueurs. Ils n'ont pas un Tre'Davious White et ils n'ont pas les mêmes safety. Et à mon avis, si Max Crosby est pas très très vite sur le dos de Ben Roethlisberger, par contre là ça peut tourner à la boucherie, quoi. Oui, clairement. Clairement, on l'a dit encore une fois, Tre'Davious White, il fait un match incroyable sur Chase Claypool. On se rappelle de Chase Claypool l'année dernière. C'était un joueur qui était difficilement contenable. Là, je ne sais pas à combien il finit, mais il ne fait pas un grand match. Alors, on le voit de temps en temps, il sort de la boîte en fin de match. C'est difficile de contenir un receveur sur tout le match, mais Tre'Davious White, il fait un super match. Et je ne suis pas sûr, comme tu l'as dit, qu'il y ait des joueurs du niveau de Tre'Davious White du côté des Raiders. Après, moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué. On disait que c'était les Bills qui avaient fait un gros travail défensif sur les receveurs, et je pense que c'est vrai. Mais j'ai envie de surveiller Big Ben quand même, parce que j'ai eu l'impression qu'il avait du mal à lancer en profondeur. Alors il le fait en fin de match, et c'est peut-être le match qui fait qu'il n'a pas lancé en profondeur et que ça s'est ouvert après et qu'il l'a fait. C'est un joueur intelligent, il y a un coach intelligent, donc c'est peut-être un plan de jeu. Mais il ne faudrait pas que ça devienne un quarterback qui a du mal à lancer en profondeur, surtout Big Ben qui a rarement eu du mal. Je regardais le match et je me demandais, est-ce qu'on n'est pas en train de voir comme Drew Brees l'année dernière où on avait ce sentiment qu'il n'arrivait plus à lancer loin. Alors, j'abuse un petit peu parce qu'il l'a fait en fin de match, ça m'a un petit peu rassuré. Mais c'est quand même quelque chose à surveiller parce que ça ne serait pas rassurant. Ouais, puis ce serait dommage vu le matos qu'il y a quand même. Oui, il y a quand même quelques joueurs, parce qu'on parle de Claypool. Ce serait du gâchis. Ouais, ça serait du gâchis en effet. Bon. Pronostic pour cette rencontre qui s'annonce donc quand même plutôt sympa. Tiens, quel scénario tu vois et quel pronostic? Je vois un scénario. Je vois les Steelers l'emporter déjà. Je vois pas les Raiders faire mieux que les Bills. Je me rappelle plus du score exact des Bills, du Bills Steelers. Moins de 20 points. Je veux pas te dire une bêtise, mais il y a eu très peu de points. Je crois que c'est 17-14 ou non, c'est 23-16 pardon. 23 pour les Steelers, 16 pour les Bills. Parce qu'il y a ce punt, qui est contré et qui finit en touchdown, qui n'est pas forcément l'effet de l'attaque, qui n'est pas du tout l'effet de l'attaque d'ailleurs. Donc je verrai une victoire des Steelers avec moins de 20 points aussi, et ça serait fort quand même de. Ah ouais, très serré quand même. Oui, avec moins de 20 points encaissés, en tout cas inscrits par les Steelers, parce que j'ai cette petite interrogation, mais je les vois vraiment être capables d'annihiler n'importe quelle attaque sur un match. Et la semaine dernière, ils l'ont prouvé sur les Bills. Je me dis, je ne vois pas comment je pourrais pronostiquer sur l'inverse dès la semaine d'après. Moi, je pense qu'ils vont aussi plus perturber les Raiders avec leur pass rush, et je pense que encore une fois la couverture aérienne des Raiders va souffrir, mais un peu plus haut. Moi je dirais, tu vois, sur une 27-30 points pour Pittsburgh et autour de la vingtaine pour les Raiders. Match Oui, pardon. Je juste noter un tout petit duel parce qu'on parle beaucoup de Waller du côté des Raiders, qui est un joueur incroyable et qui montre chaque semaine qu'il est l'un des meilleurs tight ends de la ligue. Je ne sais pas exactement comment vont jouer les Steelers, mais il devrait se retrouver de temps en temps dans la zone de Micah Fitzpatrick, qui est un des safeties et qui est lui aussi peut-être l'un des meilleurs safeties de la ligue. Ça serait un duel intéressant de ce côté du ballon quand même. Clairement, et intéressant à suivre dès 19h. Alors, c'est quand même aussi sympa quand on a des affiches de la semaine qui se jouent à un horaire plutôt agréable en France. Donc n'hésitez pas, dès 19h, le Steelers Raiders. On passe aux autres pronostics. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go, work on three. 1, 2, 3, work!
Les pronostics, c'est reparti pour une saison avec encore plus de joueurs du coup, parce que je donne les scores tous les ans, et là il va y avoir encore plus de scores à donner. Grégory Richard a pris le meilleur départ avec 10 points dès la première semaine. Raoul Villeroy, Raphaël Masmejean et Victor Roulier suivent avec 8 points, donc il a déjà 2 points d'avance, ce diable de Grégory, et 7 points pour Lucas et moi-même. Donc vous avez l'élite, hein, la crème de la crème des pronostiqueurs là, qui va vous donner ses prédictions évidemment bonnes du coup, hein, pour, forcément. pour les matchs à venir. Donc on n'a même pas fait 50% sur la première semaine. Grandiose. Voilà, le match dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, le superbe Thursday Night Football. Je vous donne un peu d'inside, personne dans la rédaction ne veut le faire. Et donc ça va être pour moi. Washington, les Giants. Défensivement, Washington semble quand même avoir l'avantage sur Daniel Jones. Les stats sont incroyables. On est à 30 fumbles en 28 matchs. Pour un quarterback, je trouve ça magnifique. Et donc là, face à la défense de Washington, je ne vois pas comment ils peuvent en marquer plus, alors même si c'est Tyler Heinicke en face. Oui. Alors après, tu parlais des stats, je crois que Daniel Jones n'a jamais perdu contre Washington. Il faudrait, je crois que sur 4 matchs, parce que ça fait 2 ans, je crois qu'il n'a jamais perdu contre Washington. Mais mon avis, et si cette stat est vraie, mais je pense que cette série va s'arrêter, ça va s'arrêter là, parce qu'à mon avis, comme tu l'as dit, la défense de Washington va faire le travail face à Daniel Jones, qui perd beaucoup de ballons. Tu parlais de 30 fumbles, alors je crois que c'est pas 30 fumbles perdus, mais il y en a certains qui l'a récupéré, mais quand même 30 fumbles sur 28 matchs, c'est quand même incroyable. Si on faut rajouter les 30 fumbles plus 22 interceptions, il a 52 ballons perdus en 28 matchs. Alors, c'est pas 52 ballons perdus, c'est pas un ballon perdu. Mais c'est vrai que oui, en tout cas, si on considère que le ballon qui lui échappe est un ballon perdu, même si son équipe qui la récupère. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, ça arrive parfois à des moments qui sont. Une perte de balle n'arrive jamais au bon moment, mais c'est vrai que ça arrive parfois à des moments qui sont crève-cœur. On l'a vu la semaine dernière. S'il fait ça contre Washington, déjà qu'il va pas avoir la vie facile, là, ça va être très compliqué. Allez, prono Washington tous les deux ? Ouais, Washington. On passe au dimanche 19h. Les Panthers reçoivent les Saints. Plus gros test là quand même pour Sam Darnold et l'attaque des Panthers. Les Jets, c'était l'échauffement. Test aussi pour Jameis Winston face à une défense un peu plus en forme que ce qu'il a vu contre les Packers au début. Ça semble être force contre force avec l'attaque de New Orleans et la défense des Panthers, qui a quand même été pas mal pour sa première sortie. New Orleans semble quand même avoir plus d'armes des deux côtés du terrain. Donc moi, ce sera New Orleans. Ouais, je suis surpris. Tu donnes la force de New Orleans en attaque. J'aurais peut-être dit que c'était la défense. En le disant, je me suis dit, est-ce que je dis une bêtise ? Ouais. C'est pas forcément une bêtise parce que c'est vrai qu'ils mettent 38 points quand même face à une défense de Green Bay qui est quand même pas censée être un gruyère. Donc forcément l'attaque, et puis avec Jameis Winston. Après, ils n'en encaissent que 3. Ils font le match parfait en fait. Donc c'est difficile de donner la force de cette équipe. Mais en effet, vu le niveau des Packers de la semaine dernière, ça sera un test un peu plus grand pour Winston et tous les Saints. Je vais donner les Saints, mais je pense que ce sera un match serré. Ok, non, moi, les Saints pour moi aussi. Donc, Bears, Bengals, on est dans les difficiles à pronostiquer. Donc, les Bengals ont gagné de justesse contre les Vikings. Alors, je vais te donner la logique, tu vas me dire si ça tient. Je trouve que la défense des Bears est plus forte que celle des Vikings de la semaine dernière. Donc, comme ils sont passés de justesse contre les Vikings, peut-être que là, ça passe pour les Bears. Ça fait quelques fois que je passe dans le podcast et du coup j'ai l'impression de me répéter, mais j'ai une idée en me disant que les Bears n'ont pas vraiment une bonne défense. Oui, c'est vrai. J'ai complètement tort. Mais alors, j'ai pas dit qu'ils avaient une très bonne défense. J'ai dit qu'elle était meilleure que les Vikings la semaine dernière et un match gagné très difficilement par Cincinnati. Ce qui est vrai, c'est qu'en plus la défense des Vikings m'a pas convaincu du tout, notamment dans les airs. Maintenant, je suis pas sûr que les Bears. C'est pas la même attaque. Voilà. Moi, j'ai envie de dire les Bengals et je pense que malgré une ligne offensive capricieuse du côté des Bengals, malgré une défense qui n'est pas encore au top, je pense qu'ils peuvent aller battre Chicago à Chicago, je crois. Et du coup, ça ferait 2 défaites d'ailleurs pour Chicago. Ça commencerait mal, mais je vois les Bengals. Et ça ferait 2-0 pour les Bengals. Hein. Et ça ferait 2-0 pour les Bengals dans une division compliquée. Tu sais quoi, tu m'as fait changer d'avis. Et on l'a dit, on a eu un cas la semaine dernière avec Victor. Donc, émission faisant foi, je vais passer sur les Bengals. Allez, j'étais parti sur les Bears. Je vais passer sur les Bengals, mais je ne trouve pas que ce soit un match très facile. Browns, Texans, toujours à 19h. Bon, cette fois pour Houston, ça devrait quand même être beaucoup plus compliqué. La semaine dernière, ils sont sortis à l'expérience, on va dire, face aux Jaguars. Là, ils sont dominés dans tous les secteurs. Cleveland est un immense favori de ce match. Oui, là, clairement. Alors, ce n'est pas le match le plus déséquilibré de la semaine. J'en ai un autre en tête, on va y arriver, je pense. Mais
Je pense que sur le papier, c'est très déséquilibré. Et en effet, les Browns perdent la semaine dernière, mais font quand même un beau match, on va dire, pendant 3 quarts temps. Face aux Chiefs, ils sont meilleurs dans tous les domaines. Comme tu l'as dit, je ne vois pas Houston faire un exploit, entre guillemets, toutes les semaines, même si ce n'était pas vraiment un exploit la semaine dernière. Donc, en effet, je vois les Cleveland s'imposer. Cleveland pour tout le monde. Colts, Rams, les Colts qui jouent une autre équipe de la NFC West complète après avoir joué Seattle. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma, quoi. C'est-à-dire que c'est Carson Wentz contre une équipe qui n'a pas l'air de pouvoir suivre. Pareil, c'est vrai, en effet. Et puis, c'est compliqué pour les Colts de commencer par ces deux équipes d'entrée. En plus, sachant qu'ils sont dans une division qui est censée être quand même beaucoup plus facile. Et là, ils commencent par de la NFC West d'entrée. Commencer à 0-2, ça ferait mal. Mais en effet, en face, c'est pareil. C'est une équipe qui est extrêmement complète. On l'a vu la semaine dernière. Matthew Stafford qui est rentré directement dans cette attaque et qui a performé. Donc, oui, pareil. Là, je pense que les Rams vont s'imposer. Les Rams également, petit point sur le calendrier des Colts d'ailleurs, qui ne va pas se faciliter énormément parce que derrière, ils prennent Titans, Dolphins, Ravens. Titans, Dolphins, Ravens. Oui, ça peut dans les 3-4 premiers matchs, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire 0-5. Hein. Ouais. Et ce serait pas honteux que ça fasse 0-5. Jaguars, Broncos. Jerry Jeudy sera absent au moins 3 matchs. Il s'est blessé lors du premier match de la saison. Ceci étant dit, il y a quand même beaucoup plus d'armes pour Denver et d'expérience. Ils ont souffert l'expérience contre Houston. Bon, bah là, c'est un peu le même cas, quoi. Teddy Bridgewater, quarterback expérimenté, avec des cibles, Von Miller expérimenté de l'autre côté. Ça semble quand même donner l'avantage assez largement à Denver sur ce qu'on a vu de la première semaine. Et puis une défense aussi qui va faire mal aux Jaguars avec un front seven qui peut faire mal à cette ligne offensive qui, on l'a dit, n'est pas forcément la plus efficace. Et puis avec un Vic Fangio qui peut essayer de s'amuser un peu avec le rookie Trevor Lawrence, avec les cornerbacks qu'il a, Justin Simmons, il peut essayer de lui montrer différentes choses et peut-être lui compliquer la tâche. Pareil, je vois Denver, on l'a dit, Lawrence, il ne fait pas un mauvais match, mais il envoie 3 interceptions qui sont pas très belles. Il n'est pas encore tout à fait prêt, quoi. Dolphins-Bills, choc de la FC Est. On a dit que la défense de Miami peut les garder dans les matchs, mais est-ce que Tua Tagovailoa peut quand même déborder la défense des Bills? Parce que là, il y a client en face. On a une très très bonne défense des Bills, on l'a dit, qui a fait du gros boulot sur les Steelers la semaine dernière. Avec tout le respect qu'on doit à Tagovailoa, ce n'est pas encore l'expérience d'un Roethlisberger, ce n'est pas toutes les cibles non plus qu'avait Pittsburgh. Donc c'est un gros défi pour lui là. Oui, c'est un gros défi parce que, voilà, on le disait, la défense des Bills l'année dernière n'avait pas été forcément convaincante. Là, sur le premier match, elle revient au niveau qu'on espérait. Ça va être compliqué pour Tua Tagovailoa. Maintenant, tu l'as dit, on est à 7. En tout cas, pour ma part, je suis à 7. Il faut prendre des risques. J'ai hésité. Et là, bon, voilà, j'ai envie de tenter quelque chose. J'ai envie de dire Miami à domicile. Alors, moi, je ne veux pas t'influencer, mais d'expérience dans les pronos comme ça, quand on commence à paniquer et à dire je tente des trucs en semaine 2, c'est le meilleur moyen de creuser sa tombe. C'est vrai que surtout que j'en ai tenté un autre un peu plus tard. On va y moi, revenir. Bon, je vais rester sur les Bills, mais restons sur les Bills pour être plus sérieux. Surtout que ça serait compliqué pour les Bills de commencer à 0-2. Il y a quand même beaucoup d'attentes sur les Bills. Ils font finale de conférence l'année dernière. Ils ont des espoirs très haut placés cette année. Je pense qu'ils vont faire le travail. Ils font pas un mauvais match en plus la semaine dernière. Ils tombent face à une défense qui est incroyable. Donc en effet, tu m'as calmé. Merci Alain. Je te remercierai si les Bills. Par contre, je te détesterai forcément si les Bills s'imposent. Évidemment, là, tu aurais pu faire un gros coup. Mais je vais rester sur les Bills parce qu'en effet, il y a plus d'armes des deux côtés quand même. Non, mais tu sais, si tu regardes, dans l'histoire du podcast, il y a des semaines un peu collector comme ça. Je me rappelle une année où Raoul avait dit qu'il jouait quasiment tout l'inverse de nous sur une semaine, tu vois, pour essayer de remonter, et ça l'avait complètement tué il était dans le trou pour de bon, quoi. Je vais faire confiance à l'expérience. Voilà. Jets, Patriots, toujours la FC Est. 2 quarterbacks rookies. Zach Wilson, lui, doit affronter la défense menée par Bill Belichick. Belichick, c'est 21 victoires, 6 défaites contre les quarterbacks rookies. Mais Tua Tagovailoa a été le premier depuis longtemps à le faire l'an dernier. Petite stat amusante, j'ai trouvé ça. Tagovailoa a été le premier rookie à battre Bill Belichick l'an dernier depuis… Tu sais qui était le dernier rookie à avoir battu Bill Belichick? Le dernier rookie, ça doit remonter un petit peu quand même. Il jouait, parce qu'il n'y est plus, dans la même division. Marc Sanchez? Non, un peu plus récent. Mais un même peu équipe. plus récent. Mais même équipe. Non, pas Sam Darnold. Non, entre les deux. Entre les deux. Ah non, c'est… plus grand monde s'en souvient, hein, mais Geno Smith. Ah oui, Geno Smith. Ouais, en effet, j'avais complètement oublié. C'est ce bon Geno Smith qui était le dernier à avoir fait tomber Bill Belichick en tant que rookie. Donc ça s'annonce. On a dit, on va pas revenir beaucoup là-dessus du coup, parce que Zach Wilson, on a dit dans quel… j'allais dire un mot grossier. Dans quelle situation
difficile, il se trouve. Voilà, c'était pour pas dire merdier. Il est dans une situation difficile là contre une défense menée par Bill Belichick. Ça sent quand même très mauvais, non? A priori, Oui. c'est un pronostic assez simple. Oui, en tout cas, sur le papier, c'est très simple. Tu parlais de deux quarterbacks rookies. N'oublions pas qu'il y a d'un côté un bust, de l'autre côté un Hall of Famer quand même. Exactement. En plus. Donc, bon, non, mais plus sérieusement, en effet, je pense que voilà, la situation autour des quarterbacks fait que même si Zach Wilson est un peu meilleur que Mac Jones, les Patriots vont s'imposer. Je vais vous le dire, j'avais préparé l'article de l'émission avant qu'on enregistre. J'avais mis SOS quarterback rookie en détresse. Je me demande si je ne vais pas changer, tu vois, par Mac Jones, c'est un Hall of Famer. Un truc comme ça. J'en prends pas la responsabilité, même si je l'ai dit, mais je dirais que j'ai été forcé. Mac Jones, future Hall of Famer. Philadelphia Eagles, donc c'était deux Patriots sur les pronostics. Il faut que je le dise à voix haute pour que ce soit enregistré officiellement. Eagles, 49ers, Jalen Hurts, volume 2, contre la défense des Niners. Donc, ce n'est pas la défense des Falcons, je précise. Là, on est sur du vrai révélateur, mais c'est vrai que c'est toujours dur parce qu'il sort d'une très, très bonne performance. Donc, on ne va pas dire qu'il va forcément se cracher ou quoi que ce soit. Ça se trouve, il va être très, très fort cette saison. Mais on ne peut pas non plus ne pas dire que ça va être un vrai révélateur pour Jalen Hurts. Ouais, ça sera difficile pour Jalen Hurts, plus difficile que la semaine dernière. Après, il a pris confiance, en effet, la semaine dernière, face à une défense qui était aux abonnés absents. Là, ça ne sera pas pareil. Les 49ers, en plus, ont eu une petite piqûre de rappel, on le disait dimanche. Ils ont eu un avertissement sans frais, ils n'ont pas perdu. Je pense que là, l'attaque devrait bien marcher et ils devraient serrer les vis et pas être repris et se faire peur. Donc, je vois une victoire, allez, on va dire même une large victoire des 49ers. 49ers également. Steelers Raiders, on avait tous les deux donné les Steelers. On passe sur la série de matchs de 22h, Cardinals, Vikings. On a dit un peu plus tôt dans l'émission des Vikings que leur défense était suspecte, que leur attaque était un peu meilleure. Mais là, ils sont quand même dominés dans tous les secteurs sur le papier par Arizona, qui en plus sort d'une très grosse première semaine. Oui, Arizona a impressionné, on le disait. C'était peut-être en plus la dernière équipe du côté de la NFC West avant la première semaine, et puis en fait ils font un super match des deux côtés du terrain avec des joueurs en plus qui sortent du lot, qu'on connaît, Chandler Jones, DeAndre Hopkins, mais avec des stars comme ça, ça pousse une escouade. Ceci étant dit, et là tu pourras dire ce que tu veux pour me faire changer d'avis, je vais pronostiquer les Vikings. C'est vrai qu'après ce que je viens de dire, ça va être difficile d'argumenter, mais les Vikings, ils font une belle semaine en attaque quand même la semaine dernière. Je crois qu'ils dépassent les 400 yards aussi, où ils ne doivent pas être très loin. Il y a des armes dans un match qui peut s'emballer. La semaine dernière, ils doivent jamais perdre ce match en plus. Donc, je vais dire les Vikings. Ok, non, mais pour le coup, ça me choque pas particulièrement. C'est des matchs ouverts, ce genre d'équipe. Il peut se passer des choses, il peut y avoir des turnovers. Après, moi, sur la dynamique, je vais quand même avec les Cardinals, évidemment. Buccaneers à domicile. Falcons, de l'autre côté, ça y est, je viens de comprendre. Tout à l'heure, tu as dit, il y en a un qui est plus déséquilibré sur le papier. Je me disais, duquel il parle. Et là, en le voyant, oui, c'est celui-là. On a probablement l'équipe la plus complète de la ligue face à une équipe qui a été une des plus abominables en semaine 1. J'ai envie de dire, elle est même dans un meilleur des cas où Matt Ryan, Kyle Pitts, tout ça se réveille. Vu ce que va prendre leur défense face à Tom Brady et compagnie, ça semble en effet être un pronostic assez facile. C'est ça qui est incroyable avec les Buccaneers, c'est que le match peut être gagné et peut être gagné par la défense. La semaine dernière, ils n'ont pas une défense qui est incroyable, ou pas au niveau de ce qu'on attendait, mais l'attaque, elle marque beaucoup de points. Ils sont revenus, ils repassent devant. Les Buccaneers, ils peuvent gagner partout. Ils ont même des équipes spéciales qui sont de mieux en mieux. Donc, vraiment, je vois. Après, j'espère que ça ne va pas se retourner contre moi, mais je vois aucune chance aux Falcons dimanche. Ouais, clairement, sur ce qu'on a vu en première semaine, oui, c'est difficile de leur donner une chance de quoi que ce soit. Donc, je vais aller évidemment sur les Buccaneers aussi. Chargers, Cowboys. Est-ce que les Chargers sont une bonne défense? C'est un truc que je me demande souvent, depuis des années. Parce que là, il y a du matos en face. Alors, Dallas va avoir une défense en difficulté, ça c'est sûr, puisque Demarcus Lawrence s'est cassé le pied le matin de l'enregistrement de cette émission et que Randy Gregory est toujours sur la liste Covid au moment où on se parle. Donc, ils vont manquer de pass rusher. Ça va laisser du temps à Justin Herbert. Mais est-ce que les Chargers peuvent ralentir quand même tout le matos qu'il y a du côté de Dallas? Non, je pense pas. Je pense que ça peut se jouer avec un match avec beaucoup de scoring. Tu le disais, il n'y a pas de pass rusher pour l'instant du côté de Dallas. En plus, la ligne offensive des Chargers, ça fait un plutôt bon match contre une défense qui est censée sur le papier être bien meilleure que celle des Cowboys, la défense de Washington. Maintenant, je pense que c'est difficile d'arrêter l'attaque de Dallas. Et du côté des Chargers, il y a quelques joueurs, mais j'ai du mal à voir encore
un effectif ou vraiment une escouade complète. Et du coup, j'imagine quand même Dallas s'imposer. Je crois que c'est à Los Angeles, c'est ça? Ouais. Donc j'imagine Dallas s'imposer là-bas. Après, c'est à Los Angeles, mais c'est pas pour le soutien populaire dont disposent les Chargers sur place, a priori. Donc Dallas également, je pense qu'il y a trop de puissance de feu. Seattle reçoit les Titans, c'est à 22h25. Et je suis en train de me demander si on ne se dirigerait pas vers les Titans comme une des équipes qui pourrait être une des déceptions de la saison, parce qu'il y a quand même de fortes chances de se retrouver à 0-2 là-dessus. Et derrière, alors ça va être un peu plus simple, parce que derrière, un enchaînement Colts, Jets, Jaguars, bon, qui devrait quand même les remettre un peu dans le bain. Mais ensuite, ça joue les Bills, ça joue les Chiefs, les Saints, les Rams. Bon, voilà. Ils ont un calendrier qui est plutôt facile. Hein. Mais je me demande si avec leur défense, tu vois, là, moi, je pronostique les Seahawks parce que je pense que leur défense va avoir un mal de chien à arrêter une équipe de Seattle qui, en plus, a été plutôt équilibrée et séduisante en première semaine. Oui, et en plus, je le disais, pour moi, les Titans, c'est une équipe qui doit prendre le score rapidement, jouer au rythme qu'il souhaite, alors que ce n'est pas forcément un rythme lent, parce que ça peut être du Derrick Henry, ça peut être du Tannehill, mais il faut que ça soit le rythme imposé par cette équipe. Et quand on est derrière au score, on n'impose pas son rythme forcément. Et je vois mal prendre le score, ou en tout cas suivre le rythme de Russell Wilson d'entrée. Donc ça peut faire 0-2. Après, ils sont dans une division, et c'est pour ça que leur calendrier est assez facile. Ils sont dans une division qui est relativement facile. On imagine mal Houston faire toute l'année comme ça. Les Jaguars, c'est compliqué. Les Colts, on l'a dit, on a parlé du calendrier, c'est compliqué. Donc, ils peuvent gagner leur division même avec un bilan compliqué. Une fois en play-off avec leur équipe, ils peuvent ralentir le rythme, justement. Bon, on en est loin en tout cas, mais pour dimanche, c'est vrai que je les vois en grande difficulté face à Seattle. Donc, tu donnes Seattle. Je donne Seattle, ouais. Seattle partout. Les Ravens reçoivent les Chiefs. Ça, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Ça devient un petit classique de l'AFC. On en a un tous les ans. C'est le 4e match entre Patrick Mahomes et Lamar Jackson. Alors évidemment, c'est tarte à la crème. Il ne se joue pas directement, bien évidemment. Mais ça fait 3-0 Mahomes depuis le début. Et l'écart grandit au fur et à mesure. 27-24 la première fois, 33-28 et 34-20 la dernière fois. Est-ce que Kansas City va réussir la passe de 4 ? Ils ont l'air quand même plutôt, ils ont une belle tête de favoris sur ce qu'on a vu en première semaine. Oui, ils ont une belle tête de favoris. Ça arrive presque un peu trop tôt. Je me rappelle sur les 2-3 dernières saisons, surtout les 2 dernières, ce match, quand il arrivait, on avait vraiment hâte parce que les Ravens avec Lamar Jackson, il était incroyable. Les Chiefs, ça fait 2-3 saisons qu'ils sont vraiment forts. Et donc, on l'attendait vraiment. La pression était montée. Là, ça arrive un peu trop tôt. Les Ravens sont perdus en plus. On a du mal à voir encore à quel point ils peuvent être forts. Donc, je suis presque un peu déçu que ça arrive tôt. Mais ça reste un super match quand même. Et d'ailleurs, c'est en prime time, c'est pas pour rien. En effet, les Chiefs devraient s'imposer. Ils se sont fait un petit peu peur la semaine dernière, mais je ne pense pas que les Ravens soient bien meilleurs que les Browns. Il faut faire un match parfait pour battre les Chiefs. Mais ça va être sympa à voir, à mon avis. Ça va être sympa à voir. Mais ouais, moi, je vais sur Kansas City parce que je pense que là, en termes de déborder, tu vois ce qu'ils ont pris contre les Ravens, contre les Raiders, pardon, les Ravens. Là, on est encore ça boxe dans une catégorie très très haute aussi. Donc, et quand on voit le chantier qu'a fait Max Crosby et qui a Chris Jones qui peut aussi faire des choses, je pense qu'en effet, Kansas City, ça va faire la passe de 4 aussi. On termine avec le Monday Night Football entre les Packers et les Lions à 2h15 du matin, donc dans la nuit de lundi à mardi en France. Je propose, tu me dis, mais que s'ils perdent celui-là, Rodgers tienne sa promesse et prenne sa retraite tout de suite. Ah là, clairement. Là, il faut arrêter. Tout. J'ai été très sévère avec les Packers, mais on le dit, ça peut être un trou d'air. Et au final, s'il n'y a qu'un trou d'air dans la saison et que c'est dès le premier match, j'ai envie de dire que les supporters des Packers seraient contents. Maintenant, là, c'est à domicile, c'est victoire obligatoire. Les Lions, certes, font un match où ils reviennent avec du caractère, mais ils se font quand même éclater par les 49ers qui, s'ils jouent à fond, il n'y a pas photo. Voilà, la seule différence, c'est qu'on a l'impression qu'il y a du caractère du côté de Détroit, il n'y en a pas du côté de Green Bay pour l'instant. Est-ce que ça va se jouer là ? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de talent du côté de Green Bay pour passer à côté de ce match. Donc, je vais dire Green Bay, mais en effet, j'ai envie de dire qu'il faut une victoire, il faut une grande victoire. Ah oui, il est censé détruire cette défense des Lions. Clairement. Il n'y a pas photo. Donc, Packers pour tout le monde. On termine avec les meilleures cotes de notre partenaire Unibet. Lucas, c'est ton baptême de cotes. Je te laisse commencer. Eh bien, j'ai parlé, la tentative que je fais cette semaine, c'est les Vikings. Je crois qu'ils sont à 2,35. Donc 2,43 même.
2,43, et tu vois, ils ont augmenté depuis le début de l'émission. 2,43, c'est encore mieux. À Arizona, ça se tente, ce sont des matchs ouverts. Voilà, je jouerai ça. Écoute, moi, je ne l'aurais pas joué. Je la trouve un poil audacieuse, mais pourquoi pas. Juste en dessous, à 2,35, moi, il y en a une qui me plaît beaucoup. C'est les Cowboys contre les Chargers. Ils sont donnés outsiders par Unibet et assez largement pour le coup, parce qu'à 2,35, tu es quand même sur une cote plutôt très honnête. Donc 2,35 pour les Cowboys, ce sera la mienne. Et pour la cote bonus, histoire de se faire un petit combiné à 3, qu'est-ce qui te plaît le plus? Les Bengals à 2,02 contre les Bears, ce qui est quand même pas... c'est quand même quelque chose à regarder. Ouais, c'est pas mal. Après, tu peux jouer un peu plus sécure et moins haut, mais tu as les Rams qui sont à 1,45 contre les Colts. Les Niners sont à 1,57 contre les Eagles, ce qui est un peu plus haut. Ouais, c'est pas... Moi, oui, vas-y, dis-moi. Si on tente deux cotes à plus de 2, c'est vrai que c'est pas mal de sécuriser, entre guillemets, avec une cote 49ers. C'est souvent celle-là qui nous fait, qui fait perdre le combiné, d'ailleurs. C'est vrai. Mais une cote à 1,57 pour les 49ers, je pense que c'est quelque chose dans un combiné qui peut être sympa. Alors, combiné, donc les Niners à 1,57, Vikings 2,43, Cowboys 2,35, 49ers 1,57, ça fait 5 euros misés, 44,83 € de gain potentiel. Je vous fais un petit YOLO, mais alors celui-là, encore une fois, j'ai dit la semaine dernière, vous mettez 1 €, hein, c'est pas, encore une fois, jouez avec raison. Si vous voulez être complètement dingue, mais vraiment complètement dingue, je vous informe, c'est purement informatif, c'est pas du tout pour je vous la conseille pas, mais les Falcons sont à 4,85 contre les Buccaneers. Moi, je suis étonné, je trouve qu'Unibet aurait pu les mettre à 9 ou 10. Je sais pas jusqu'à combien ça monte, mais tu pouvais y aller, il y avait de la marge. C'est vrai que là, 4,85, même là, c'est trop bas comme cote, c'est même pas jouable. Les Buccaneers sont à 1,11. Sur ce match-là, les Packers sont à 1,14. Parce que si vous voulez faire du gros, il y a les Lions qui sont à 4,25 si vous pariez sur l'effondrement d'Aaron Rodgers et la retraite dans la foulée. On va aller sur des cotes, allez, on va dire un peu plus jouables entre guillemets, mais ça reste du YOLO. Les Titans sont à 2,75 contre les Seahawks. Oui, ça peut. Ils peuvent se réveiller. Ils ont une grosse équipe. On a parlé sur les Seahawks, mais ils ont une grosse équipe. Ça peut, pourquoi pas. Alors, je vais rajouter le Bengals à 2,02 dont j'ai parlé. Moi, j'ai une proposition aussi parce que j'ai le code devant les yeux. Et ben vas-y, comme ça fera le 6e et on se fait un très gros billet. Et qu'est-ce que tu penses des Jaguars à 2,82 à domicile face aux Broncos? Alors encore une fois, on a dit que les Broncos étaient beaucoup mieux armés que les Jaguars, et que tout était mieux du côté de Denver, mais Trevor Lawrence, il peut prendre feu, Urban Meyer. Pourquoi pas? Ouais, je la trouvais pas avec 2,82. Ouais, moi c'était ça ou les Raiders à 2,88 contre les Steelers. Ouais, allez, on va jouer la cote la plus haute alors. Allez, les Raiders. Donc là, on est sur. Bon, il n'y a pas un mois de ça, j'allais dire, parce qu'à une époque, on calculait comme ça, il n'y a même pas un mois de loyer sur Paris. Hein. Là, vous n'avez rien. Avec 5 € misés sur ce combiné à 6, Vikings 2,43, Cowboys 2,35, 49ers 1,57, et on a rajouté, donc pour faire le YOLO, Titans 2,75, Bengals 2,02, Raiders 2,88, 5 € misés, ça fait 774,14 € de gain. Bon, il y a après, de bain à Paris. C'est ça, vous avez des toilettes, éventuellement. Vous avez 774, t'as quoi, 20 mètres carrés, non? Ouais, comme ça. 20 mètres carrés. Et si vous mettez 1 €, pour être raisonnable, c'est 154,83 € de gain potentiel. Voilà, pour un YOLO qui est évidemment très, très osé, voire impossible. Hein. Là, on est dans le domaine du YOLO, on vous l'a dit. Donc, c'est du petit jeu juste pour rigoler, mais a priori, vous savez que c'est 1 € que vous récupérerez peut-être pas. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 432 du podcast Jeune Actu, l'émission qui vous était présentée par Unibet, qu'on remercie. On remercie tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Pour nous suivre, les réseaux sociaux, Twitter, @TDActu, Instagram, @JeuneActu en entier et Facebook, @TDActu. Je vais jamais y arriver. C'est Lucas Vola ou c'est... Non, c'est El Vola. Je ne le dis même plus maintenant. C'est El Vola, en effet. C'est El Vola, voilà. Mais vous m'avez embrouillé parce qu'on en a parlé dans la rédaction l'autre jour et qu'apparemment Raoul, il avait écorché une fois et que tout ça. C'est dire à quel point mon hâte est important. El Vola, monsieur dame. Donc, El Vola. Donc, El Vola pour Lucas, Alain Mattei pour moi-même et je l'ai dit @TDActu pour le site et @TDActu.com. Enfin, pas hâte, je suis trop dans la jeunesse maintenant. Mais le site, c'est juste tdactu.com en fait. Pas besoin de mettre de hâte devant.
Donc tdactu.com pour le site. On se retrouve dans le fauteuil dimanche. On va peut-être parler coach virable ou viré ou dans ces eaux-là. Débrief le mardi, évidemment, preview jeudi prochain. On vous remercie énormément de nous écouter. On est très content de vous avoir retrouvé pour une nouvelle saison. Merci beaucoup, Lucas. Ciao tout le monde. Et on se retrouve donc dimanche dans le fauteuil, mardi pour le débrief. Très bonne fin de semaine à vous. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.